Dans le village de Kujay, la vie s'écoulait au rythme tranquille d'un fleuve paisible. Les garçons grandissaient pour devenir fermiers, pêcheurs ou charpentiers, suivant fidèlement les traces de leur père. Pour les habitants de Kujay, l'université n'était qu'un concept lointain, un rêve inouï. L'éducation s'arrêtait au secondaire, et cela suffisait amplement. Les parents se contentaient que leurs enfants sachent lire et écrire. Ils n'exigeaient pas plus, car ils ignoraient l'existence d'un horizon plus vaste. La vie villageoise était stable, immuable comme le lever et le coucher du soleil. Ainsi en avait-il toujours été, et ainsi perdurait-elle depuis des générations. Pourtant, un vent de changement se profilait, prêt à ébranler la quiétude de Kujay. Une transformation était dans l'air, tel un orage imminent. Le village l'ignorait encore, mais son existence ne serait plus jamais la même. Par une journée ensoleillée radieuse, Kujay s'anima d'une excitation inhabituelle. De loin, arriva un groupe d'étudiants venus de la ville pour une excursion. Ils débarquèrent avec de larges sourires, des vêtements élégants et des chaussures lustrées. Les villageois n'avaient jamais vu pareille splendeur. Les étudiants marchaient avec assurance, tenant leurs livres d'une main ferme tout en discourant de la vie urbaine. Leurs paroles résonnaient comme une mélodie enchanteresse aux oreilles des habitants. « Regardez comme ils marchent !» murmuraient les villageois. « Regardez comme ils parlent !» Les étudiants leur révélèrent des merveilles inédites. Ils évoquèrent les grandes machines de la ville, capables d'ériger des maisons ou de faciliter l'agriculture. Ils démontrèrent comment ils étudiaient avec l'aide de ces outils modernes. Les yeux des villageois s'écarquillèrent d'émerveillement. Le chef, dressé avec sa canne imposante, n'en revenait pas. Il observa les étudiants et se dit « Voilà comment nos enfants devraient être ». Tout le village partageait cette pensée. Pour la première fois, l'idée d'envoyer leurs propres enfants à l'université en ville germa dans leurs esprits. Les étudiants ne restèrent que peu de temps, mais ils laissèrent derrière eux un trésor inestimable, l'espoir. Les villageois se mirent à rêver d'un avenir où leurs enfants dépasseraient les limites du village, iraient au-delà du secondaire pour atteindre des sommets inexplorés. Ils les imaginaient vêtus d'habits chics, marchant avec fierté et acquérant une sagesse profonde, à l'image de ces visiteurs urbains. Sous le grand arbre à Hiroko, les villageois se réunirent pour discuter de ce nouveau rêve. Les hommes se frottèrent le menton, les femmes chuchotaient entre elles, et les enfants, assis tout près, écoutaient les yeux écarquillés. Ils convinrent qu'un enfant devait partir en ville pour apprendre les voies du monde. Mais qui? Ils scrutèrent les visages, réfléchissant intensément. Puis une voix s'éleva. « Folak !» Et les autres acquiescèrent, car tous savaient que Folak n'était pas une fille ordinaire. Sa beauté évoquait le soleil resplendissant après la pluie, éclatante et pure. Elle était intelligente, avec des yeux vifs qui remarquaient tout. Elle était bienveillante, aidant toujours sa mère, riant joyeusement et charmant les aînés. « Oui, Folake !» affirmèrent-ils, leur voix gagnant en assurance. « Elle rendra Kujay fier. » Ainsi, les villageois rassemblèrent des présents pour le voyage de Folake. Les femmes empaquetèrent de la nourriture, ignames séchés, poivres moulus, un peu d'huile de palme. Les hommes contribuèrent avec leurs maigres économies. Chaque kobo comptait précieusement. Tel un fleuve d'amour, ils la couvrirent de bénédictions. Les vieilles femmes posèrent leurs mains sur sa tête, murmurant des paroles de force et de protection, emplissant son cœur de courage. « Va, Folak, dirent-ils. Souviens-toi de nous. Rends-nous fiers. » Le cœur rempli des espoirs et des rêves de tout le village, Folak quitta Kujay, son petit sac serré contre elle, son esprit bourdonnant d'images de la ville. Tandis qu'elle s'éloignait, les villageois la regardèrent partir, agitant les mains et essuyant des larmes, chargeant sur ses frêles épaules toutes leurs aspirations. Lorsque Folake posa le pied en ville, ce fut comme entrer dans un univers nouveau. Les bâtiments s'élevaient tels des arbres géants, les voitures filaient comme des oiseaux, et les rues grouillaient de gens, chacun suivant son propre chemin. Les yeux de Folake s'emplirent d'émerveillement, son cœur battant d'excitation mêlée de crainte. L'école lui parut étrange au début, mais Folak apprenait vite. Elle étudiait avec ardeur, levant toujours la main, écoutant attentivement. Bientôt, ses professeurs remarquèrent son esprit vif, et ses camarades apprécièrent son sourire aimable.
Elle n'était plus seulement une fille d'un village lointain, elle devint leur amie. Folake rencontra une jeune fille nommée Toshi, qui devint sa meilleure amie. Toshi connaissait chaque recoin de la ville et guida Folake dans ses méandres. Elle lui apprit quels chemins emprunter, quels aliments déguster et même comment éviter les dangers urbains. Avec Toshi à ses côtés, Folake se sentit un peu plus à l'aise. Pourtant, la vie en ville n'était pas aisée. L'argent envoyé par le village était modeste, suffisant pour l'essentiel. Certains jours, elle se couchait le ventre vide, son esprit vagabondant vers Kujei, où sa famille et le village avaient tout donné pour la soutenir. « Je ne dois pas les décevoir », se murmurait-elle chaque soir, s'accrochant à l'espoir qu'ils avaient placé en elle. Ainsi, Folake persévéra, équilibrant les défis de la ville avec les rêves de son village. Son esprit aussi résistant qu'un jeune arbre ployant sans rompre. La vie en ville, au début, parut à Folake un mélange enivrant de merveilles et de défis. Elle s'habituait peu à peu aux bruits incessants, aux lumières qui ne s'éteignaient jamais, aux foules qui semblaient ne jamais dormir. À l'école, ses notes montaient régulièrement. Ses professeurs la citaient en exemple, soulignant sa discipline et sa soif d'apprendre. Toshi, sa fidèle compagne, l'accompagnait partout, lui montrant les marchés animés, les petits restaurants bon marché, les coins tranquilles où l'on pouvait étudier sans être dérangé. Folake se sentait protégée, presque chez elle. Pourtant, sous cette apparente harmonie, des fissures commençaient à apparaître. D'abord, ce furent les regards. Pas ceux des professeurs, ni ceux de la plupart des camarades. Mais certains élèves, ceux qui portaient des vêtements de marque, des montres brillantes et des chaussures impeccables, la dévisagèrent avec un mélange de curiosité et de mépris. Ses robes simples, cousues à la main par sa mère, ses sandales usées, ses tresses traditionnelles, tout cela devenait à leurs yeux un signe évident de son origine villageoise. « La fille du village », murmurait-il en passant près d'elle dans les couloirs. « Regardez ses habits. On dirait qu'elle sort tout droit de la brousse. » Les rires fusaient, discrets mais tranchants comme des lames. Certaines filles se couvrirent la bouche, feignant la politesse, tandis que leurs yeux lançaient des éclairs moqueurs. Les garçons, eux, étaient plus directs. Ils bloquèrent parfois son chemin, ricanaient en la détaillant de haut en bas. « Retourne chez toi, villageoise. Ici, c'est pas ta place. » Chaque mot était une aiguille, plantée dans le cœur de Folake. Elle relevait la tête, serrait les dents, marchait plus vite. Mais les blessures s'accumulaient. Le soir, seule dans sa petite chambre louée, elle repensait au visage chaleureux de Kujei, aux encouragements des anciens, aux promesses qu'elle avait faites sous l'arbre à Hiroko. « Je ne peux pas échouer, » se répétait-elle. « Pas après tout ce qu'ils ont sacrifié. » L'argent, cependant, posait un problème plus grave encore. Les petites enveloppes envoyées par le village arrivaient irrégulièrement, contenant à peine de quoi payer le loyer et quelques repas. Folake rationnait tout, un morceau de pain le matin, un peu de riz le soir. Parfois, elle sautait un repas entier. Son ventre grondait en classe, si fort qu'elle craignait que tout le monde l'entende. Elle baissait la tête, rougissait, priait pour que la leçon se termine vite. C'est dans ces moments de faiblesse que Toshi brillait par contraste. Toshi, dont la famille n'était guère plus riche que celle de Folake, semblait pourtant ne jamais manquer de rien. Nouvelles chaussures, sacs à la mode, snacks importés, maquillage coûteux. Folake comptait chaque kobo, tandis que Toshi dépensait sans compter. Un après-midi, n'y tenant plus, Folake posa la question qui la taraudait depuis des semaines. « Toshi, comment fais-tu ? Vraiment ? D'où vient tout cet argent ?» Toshi éclata d'un rire léger, presque musical, et balaya l'air de la main. « Ah, Folake, ne t'inquiète pas pour ça. Juste un petit business par-ci, par-là. Tu verras, un jour tu comprendras. » Mais Folake ne se contenta pas de cette réponse évasive. Elle observait. Elle remarqua que certains soirs, Toshi s'habillait avec un soin particulier. Robe moulante, talons hauts, maquillage prononcé. Elle partait tard et rentrait à l'aube, les yeux brillants, les poches pleines. Folake reposa la question plusieurs fois. Chaque fois, Toshi riait, changeait de sujet, ou disait simplement « Profite, Folake. Ne pose pas trop de questions. La ville récompense ceux qui savent se débrouiller. » Les mois passèrent. L'argent du village se fit de plus en plus rare. Les lettres de sa mère étaient pleines d'amour, mais aussi de fatigue. « Nous faisons de notre mieux, ma fille. Tiens bon !» Folake pleurait en silence après avoir lu ces mots.
Elle maigrissait. Ses joues se creusaient. Elle avait du mal à se concentrer en cours. La faim devenait une compagne permanente, plus fidèle que Toshi elle-même. Une nuit, allongée sur son matelas fin, le ventre noué par la douleur, Folake atteignit son point de rupture. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Le lendemain matin, les yeux rougis par les larmes et la fatigue, elle trouva Toshi devant l'école. « Toshi, s'il te plaît, montre-moi, peu importe ce que c'est. Je ne peux plus vivre comme ça. Laisse-moi travailler avec toi. » Toshi la regarda longuement. Son sourire habituel avait disparu. Elle semblait peser chaque mot. « Folake, tu es sûr? Ce n'est pas un travail comme les autres, c'est différent, dangereux. Si tu commences, tu ne pourras pas revenir en arrière facilement. » Folake déglutit. Elle pensa au village, au regard plein d'espoir, aux mains posées sur sa tête en bénédiction. Mais la faim hurlait plus fort que la honte. « Je n'ai pas le choix, » murmura-t-elle. « Montre-moi. » Après un long silence, Toshi hocha la tête. Elle l'emmena dans une ruelle calme, loin des oreilles indiscrètes. Là, à voix basse, elle expliqua. « C'est simple, Folake. Des hommes riches cherchent de la compagnie. Ils paient bien, très bien. On parle, on rit, on passe du temps avec eux. Et après, ils donnent de l'argent. Beaucoup d'argent. » Folake sentit son cœur s'arrêter un instant. Les mots de Toshi résonnaient comme un glas. Elle savait exactement ce que cela signifiait. C'était tout ce que les anciens de Kujei lui avaient interdit. Tout ce que sa mère lui avait appris à éviter. Pourtant, la vision d'un repas chaud, d'un lit sans fin, d'un avenir possible, balaya ses dernières résistances. « D'accord, » souffla-t-elle. « Je le ferai. » Ce soir-là, Toshi lui prêta une robe scintillante, lui apprit à se maquiller, à sourire d'une certaine façon, à parler d'une voix douce et assurée. Quand Folake se regarda dans le miroir, elle ne se reconnut pas. La fille simple de Kujei avait disparu. À sa place se tenait une jeune femme de la ville, belle, attirante et étrangère à elle-même. Elles entrèrent dans un bar aux lumières tamisées. La musique pulsait, les verres tintaient, les rires fusaient. Toshi guida Folake pas à pas. Bientôt, un homme d'âge mûr, costume impeccable, s'approcha. Il parla aimablement, offrit un verre, puis glissa des billets dans la main de Folake. Plus tard, dans une chambre d'hôtel luxueuse, elle fit ce qu'on attendait d'elle. Quand elle ressortit, ses poches étaient pleines. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit puissante. Elle acheta de la nourriture, des vêtements, des produits de beauté. Elle rit avec Toshi, dépensa sans compter. La faim s'éloigna. Les moqueries des camarades semblèrent moins douloureuses. Pendant quelques semaines, Folake crut avoir trouvé la solution. Elle envoyait même un peu d'argent au village, prétendant que ses résultats scolaires lui avaient valu une bourse. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait. Une voix qui ressemblait à celle de sa mère, à celle des anciens, sous l'arbre à Hiroko. « Souviens-toi de qui tu es, Folake. Souviens-toi d'où tu viens. » Elle l'ignora. Elle continua. Les premiers temps furent presque euphoriques. L'argent coulait plus facilement que Folake n'avait osé l'imaginer. Elle mangeait à sa faim, s'habillait mieux, envoyait de petites sommes au village en prétendant qu'une bourse venait de lui être accordée. Toshi l'accompagnait, la conseillait, la protégeait. Les nuits étaient longues, les journées floues, mais Folake se répétait que c'était temporaire. Juste le temps de terminer ses études, de décrocher un diplôme, de rentrer triomphante à Kujei. Puis vint la fatigue. Au début, elle crut que c'était normal. Trop de nuits courtes, trop d'alcool servi pour plaire, trop de trajets en taxi à l'aube. Mais la lassitude s'installa profondément, dans les os. Sa peau devint chaude, brûlante par moments. Des sueurs froides la réveillaient en sursaut. Elle se disait que c'était passager. Puis son ventre commença à gonfler. D'abord imperceptiblement. Elle pensa qu'elle mangeait enfin à sa faim, que son corps se remplissait après des mois de privation. Mais le gonflement continua, devint visible, rond, dur. Ses bras et ses jambes, eux, s'affinaient. Ses côtes saillaient sous la peau. Ses joues se creusaient, ses yeux s'enfonçaient dans des orbites sombres. Elle ressemblait à une caricature cruelle. Un ventre énorme porté par un corps squelettique. Les autres filles du cercle de Toshi commencèrent à murmurer. « C'est comme la maladie de Gwoko. »
Mais elle mange maintenant, plus qu'avant. C'est pas normal. Folake elle-même fut terrifiée quand elle posa les mains sur son abdomen. Il était chaud, tendu, presque vivant d'une vie qui n'était pas la sienne. Elle consulta un médecin de quartier. Il l'examina, fronça les sourcils, prescrivit des analyses qu'elle ne pouvait pas payer. « Revenez avec de l'argent », dit-il simplement. Les remèdes traditionnels achetés au marché n'y firent rien. Les décoctions, les onguents, les prières murmurées par des herboristes de rue, tout échoua. Sa force déclinait jour après jour. Ses amies, d'abord compatissantes, commencèrent à s'éloigner. La peur se lisait dans leurs yeux. Personne ne voulait attraper ça. Même Toshi, qui avait juré de toujours être là, espaça ses visites. Folak se retrouva seule, dans sa petite chambre humide, à fixer le plafond craquelé. La honte la submergeait par vagues. Elle avait trahi le village. Elle avait trahi sa mère. Elle avait trahi la petite fille qui était partie sous l'arbre à Hiroko, avec tous les espoirs du monde posés sur ses épaules. Un matin, elle ne put plus se lever. Ses jambes refusèrent de la porter. Ses amis, paniqués, prirent une décision collective. Il faut la ramener au village. Seuls les anciens sauront quoi faire. Elles rassemblèrent leurs maigres économies, louèrent une vieille voiture, enveloppèrent Folake dans une couverture et prirent la route vers Kujai. Elles arrivèrent par un matin brumeux. Les villageois, prévenus par un message laconique, s'étaient rassemblés sur la place. Ils attendaient une jeune femme instruite, élégante, fière ambassadrice de leur communauté. À la place, ils virent une silhouette méconnaissable descendre péniblement du véhicule, soutenue par deux amis. Le visage émacié, le regard vide, le ventre grotesquement gonflé sous une robe trop grande. Un silence de mort tomba sur la place. Sa mère s'avança la première, les mains tremblantes. Elle toucha le visage de sa fille, puis éclata en sanglots silencieux. Le père, figé, ne pouvait détacher les yeux du ventre proéminent. Les anciens s'approchèrent lentement. Folak, à bout de force, fut allongé sur une natte au centre de la place. Entourée de tous ceux qui l'avaient envoyée au loin avec tant d'amour, elle trouva la force de parler. « J'ai failli. » Sa voix était un filet. L'argent n'était jamais assez. La faim me tuait. J'ai rencontré Toshi. Elle m'a montré un chemin pour survivre. J'ai pris ce chemin. J'ai vendu mon corps. J'ai oublié tout ce que vous m'aviez appris. Je vous ai déshonoré. Des murmures parcoururent l'assemblée. Certains visages se durcirent, d'autres se couvrirent de larmes. Mais personne ne cria, personne ne l'insulta. L'aîné, le vieux Nana, s'avança. Il posa une main ridée sur le front brûlant de Folak. « Ce que tu portes n'est pas seulement un enfant, Folak. C'est la malédiction de notre terre. Chez nous, quand une fille perd sa virginité hors du mariage et conçoit dans le péché, son corps est frappé. Le ventre gonfle, la force s'en va, l'âme s'éteint lentement. C'est le prix ancien. Mais ce n'est pas la fin. » Il se tourna vers les autres anciens. Ils hochèrent la tête. « Il existe un rituel. Long, difficile. Mais il guérit, à condition que l'âme veuille revenir. Veux-tu revenir parmi nous, Folak? Veux-tu réparer ?» Folak pleura. Pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de soulagement. « Oui, je veux revenir. » Les semaines suivantes furent un chemin de croix. Chaque jour, les herboristes et les femmes âgées venaient. Ils appliquaient des cataplasmes de racines sacrées, faisaient boire des infusions amères, chantaient des prières anciennes autour d'elle. Folake devait jeûner certains jours, parler à l'enfant qu'elle portait, lui demander pardon, lui promettre une vie meilleure. Elle pleurait beaucoup. Elle confessait tout, encore et encore, devant le village réuni. Peu à peu, son corps changea. Le gonflement diminua légèrement. La fièvre baissa. Ses forces revinrent, goutte à goutte. Et puis vint la nuit de la naissance. Sous la pleine lune, dans la case familiale, entourée des matrones, Folak mit au monde un petit garçon. Son cri déchira la nuit. Les villageois, restés dehors, retinrent leur souffle. Quand le bébé fut posé sur la poitrine de sa mère, un grand soupir collectif traversa Kujai. Elle le nomma Ayodele. La joie est revenue à la maison. Les mois passèrent. Folak se remit lentement. Elle s'occupa de son fils avec une tendresse infinie.
Elle reprit des cours par correspondance, puis, quand Ayodele fut assez grand, elle retourna en ville, cette fois accompagnée de sa mère, et soutenue par une petite bourse communautaire obtenue grâce à des dons du village. Elle travailla dur, très dur. Elle obtint son diplôme, puis un emploi respectable. Elle revint à Kujai, non plus comme une enfant partie avec des rêves, mais comme une femme accomplie, portant son fils sur la hanche et un diplôme encadré dans les mains. Le village organisa une grande fête. On chanta, on dansa, on raconta son histoire autour du feu. Pas pour la juger, mais pour montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons qu'il existe des chemins sombres, mais aussi des chemins de retour. Pholak devint une légende vivante. On racontait son histoire aux enfants le soir. On leur disait « Même quand on tombe très bas, la maison reste ouverte. Même quand on se perd, on peut revenir. Et parfois, c'est dans la chute qu'on trouve sa vraie force. » Aujourd'hui encore, à Kujai, quand une jeune fille regarde au loin vers la ville avec des étoiles dans les yeux, les anciens sourient doucement et murmurent « Souviens-toi de Pholake. Marche fier. Mais n'oublie jamais la route du retour. » Un like, si tu crois que personne n'est jamais trop perdu pour revenir. Partage la vidéo avec au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message. Un jeune qui rêve trop fort de la ville, une mère qui s'inquiète pour son enfant, un ami qui traverse une tempête silencieuse. Et si tu veux continuer à recevoir des histoires qui touchent le cœur et qui enseignent la vie, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien rater. Laisse aussi un commentaire. Quelle leçon retiens-tu de l'histoire de Pholake? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? As-tu déjà vu quelqu'un revenir plus fort après être tombé? Tes mots comptent. Ils encouragent. Ils montrent que cette histoire vit au-delà de l'écran. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, que la force de Pholake t'accompagne et que la maison reste toujours ouverte dans ton cœur. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Paix et courage à vous tous.